Bonjour Miguel Bonnefoy. Bonjour. Merci beaucoup de votre venue à Dialogue aujourd'hui. Alors, un trésor perdu dans un village des Caraïbes, voilà le point de départ de votre roman Sucre Noir qui vient de paraître aux éditions Rivage. Vous nous menez alors dans une véritable fresque familiale sur plusieurs générations. Un roman envoûtant qui nous mène sur de multiples chemins avec toujours un fil rouge, celui du trésor. Alors dès les premières lignes du roman, on est véritablement plongé dans un univers latino-américain empreint de réalisme magique. Et puis au fil de la lecture, on décèle aussi des influences de la littérature française. Alors est-ce qu'on peut dire que ce roman est à la croisée de vos deux cultures, française et vénézuélienne? Pendant longtemps, on m'a posé la question, lequel des deux pays tu préfères? Tu préfères le Venezuela ou tu préfères la France? Et comme il y a 7000 km d'eau salée entre les deux pays, j'ai souvent cru qu'il fallait qu'il y ait absolument dans mon cœur également cet océan. Donc naturellement, au niveau de Sucre Noir, au moment de passer d'un concept abstrait et le mettre en mots, il a été évident que d'un côté, je prenais le réalisme magique avec les auteurs du boom latino-américain et cette espèce de folie qu'on peut retrouver dans la littérature latino-américaine, avec Alejo Carpentier, avec García Márquez, avec Cortázar, avec Carlos Fuentes, comme ça. Et d'un autre côté aussi, la littérature française, avec son système pyramidal traditionnel du roman du 19e siècle, dans lequel on peut retrouver des influences de Zola, de Flaubert, de Marcel Aimé, de Aragon. Voilà. Donc peut-être, avec un peu de chance, on trouve là un creuset où se fondent de culture et de traditions littéraires. Et puis c'est un roman de personnages aussi, Sucre Noir, des personnages forts, très marquants, et notamment 3 personnages de femmes très différentes les unes des autres, mais tout aussi marquantes les unes que les autres. Alors comment est-ce qu'elles se sont construites, ces 3 femmes, et est-ce qu'elles se sont construites les unes par rapport aux autres? L'idée était de pouvoir justement faire 3 portraits de femmes, peut-être du XXe siècle caribéen, avec la première femme, Candelaria Otero, qui elle est une femme effacée, qui est une femme derrière ses marmites, derrière ses cuisines et qui ne vit que par opposition à son mari. Ensuite vient alors Serena, qui elle, au contraire commence à s'intéresser à la lecture, s'intéresse à la musique, s'intéresse à l'apiculture, s'intéresse à la fiscalité, s'intéresse à tant d'autres choses. Et puis ensuite Eva Fuego, qui est beaucoup plus tyrannique, qui est beaucoup plus dictatoriale et qui montre à quel point la femme peut être souveraine, peut être tout autant comme gouvernementale que l'homme et qui avance dans le siècle sans se placer par opposition à un homme. Moi, je n'ai rien inventé, je me suis mis dans une continuité de personnages féminins qu'on retrouve dans la littérature, tantôt française, tantôt latino-américaine, et j'ai presque envie de me mettre de côté pour laisser passer toutes ces ombres de femmes devant moi. Et puis ce livre finalement qui se lit d'une traite tout en le dégustant tant la prose est belle, il a aussi des allures de conte ou de fable. Il nous raconte aussi l'histoire d'un pays au cadre enchanteur, mais dont les richesses peuvent s'avérer des maléfices. Alors est-ce qu'il peut aussi se lire comme une métaphore de votre pays, de ce que vit votre pays, le Venezuela? Oui, tout à fait. La grande tragédie du Venezuela est d'avoir découvert dans les années 20 un gisement de pétrole qui encore aujourd'hui ne s'est pas tari. À partir de là, on s'est mis à tout importer et à ne plus produire. Le tissu agricole du pays s'est un petit peu rompu et on s'est mis alors à acheter du maïs, à acheter du blé, à acheter du sucre, à acheter de la viande, à acheter du pain ou toutes ces choses que nous, on aurait pu produire dans notre terre. Donc quelque part, c'était l'histoire de parler de ça, mais d'une manière un peu parabolique, c'est-à-dire d'utiliser la métaphore du coffre avec de l'or, comme si c'était l'or noir qui est enfoui dans les labyrinthes de la terre comme un minotaure, et puis ces personnages des livres qui, à l'image des gens du pays, ne cessent de retourner la terre pour essayer de trouver des richesses en bas, sans se rendre compte que peut-être le vrai or, il est dans la culture de la canne à sucre, dans la fabrication du rhum, et que là, sans doute, est notre vraie richesse, comme l'explique si bien Jean Giono dans Les vraies richesses, elle est dans la terre.